Août 1984, aéroport international de Pittsburgh. Jim Miller se tient à la porte des arrivées. 72 ans, les mains légèrement tremblantes en regardant les passagers émerger. Sa femme, Clara, serre son bras. Leurs 3 enfants adultes attendent derrière eux, curieux de comprendre pourquoi leur père a insisté pour que toute la famille vienne rencontrer un étranger venu d'Allemagne. Puis Hans Weber franchit la porte. Il a le même âge que Jim, les cheveux maintenant grisonnants, marchant avec une légère boiterie. Pendant un instant, aucun des 2 hommes ne bouge. 40 ans s'effondrent en un rien de temps. Ils s'embrassent au milieu du terminal. Clara commence à pleurer. Les voyageurs s'arrêtent et regardent ces 2 hommes âgés s'étreindre comme des frères ayant survécu ensemble à la guerre. Ce qui, en un sens, est vrai. Ton anglais s'est amélioré, dit Jim. Ton allemand est toujours terrible, répond Hans. Il rit comme ses ennemis devenus amis qu'ils sont devenus malgré eux. La plus jeune fille de Jim, Sarah, observe son père pleurer pour la 2e fois seulement de sa vie. La première fois fut lorsque son frère rentra du Vietnam. Elle ne comprend pas encore ce qui relie son père à cet étranger allemand, ni pourquoi cette réunion compte autant. Mais leur histoire ne commence pas ici. Elle commence 40 ans plus tôt, dans un trou de renard gelé, pendant le pire hiver que la forêt des Ardennes ait connu depuis des décennies, lors d'une bataille qui deviendra connue sous le nom du dernier pari désespéré d'Hitler. Voici l'histoire de la manière dont un soldat américain et un soldat allemand ont survécu à une nuit qui a tout changé. 20 décembre 1944, forêt des Ardennes, Belgique. La bataille des Ardennes faisait rage depuis 4 jours. Plus de 600 000 hommes combattaient par des températures négatives. Hitler avait mis tout ce qu'il avait dans cette offensive surprise. Sa dernière chance de diviser les armées alliées est de forcer une paix négociée. Dans le chaos de l'attaque, des unités américaines entières furent submergées. Les forces allemandes pénétraient profondément en territoire allié. Mais le 20 décembre, la marée commençait à tourner. Des renforts américains arrivaient. Les lignes d'approvisionnement allemandes étaient étirées au-delà de toute limite. Et dans ce froid brutal, le pire hiver depuis des décennies, des soldats des 2 camps mouraient non pas de balles, mais d'hypothermie. Hans Weber faisait partie des oubliés. Il avait 22 ans, fils d'un employé de bureau de Stuttgart, servant dans la 12e division Volksgrenadier. 4 jours plus tôt, il avait participé à l'assaut initial. Son unité avait traversé les lignes américaines facilement. Les défenseurs semblaient choqués, non préparés, terrifiés. Pendant quelques heures, Hans avait cru les officiers qui disaient que l'Allemagne gagnait. Puis l'artillerie américaine les découvrit. Des avions américains apparurent lorsque les nuages se dissipèrent. Sa compagnie se dissout non pas par de héroïques derniers combats, mais par une destruction mécanique efficace. Son ami Dir, qui parlait de sa petite amie à Brême, cessa simplement d'exister lorsqu'un obus tomba à 3 mètres de lui. Hans avait trébuché pendant 2 jours de retraite, séparé de son unité, vivant de navets gelés, récupéré dans des fermes bombardées. Le froid était pire que les combats. Ses bottes avaient des trous. Son manteau était en laine d'été, censé être remplacé bientôt. Ses mains développèrent des engelures qui se fissuraient et saignaient. Le 20 décembre, il avait trouvé ce trou de renard, la position de combat de quelqu'un d'autre, abandonné dans le chaos. Il s'y était glissé à la tombée de la nuit, se disant qu'il bougerait à la première lueur, retrouverait son unité et reviendrait d'une manière ou d'une autre aux lignes allemandes. Mais la température descendit à moins 15 degrés Celsius. Son corps avait cessé de frissonner depuis 1 heure. Il savait assez pour comprendre que c'était le début de la fin. Le fusil était gelé dans ses mains. Il ne sentait plus ses pieds. Sa respiration formait des nuages légers qui disparaissaient dans la nuit. Mieux ainsi, pensa-t-il, mieux que la capture. La dernière lettre de sa mère avait été très claire sur ce que faisaient les Américains aux prisonniers. Elle avait écrit au sujet des raids de bombardement sur Stuttgart, de cachettes dans les caves tandis que les explosions traversaient la ville. « Ce sont des monstres » avait-elle écrit. « Si jamais ils te capturent, Hans, tu dois t'échapper ou mourir en essayant. Ils te tortureront pour leur amusement. » Puis il vit un mouvement, une ombre rampant à travers la neige vers sa position. Hans tenta de lever son fusil. Ses bras ne répondaient pas. L'ombre se transforma en un soldat américain, casque, uniforme, visage visible au clair de lune. L'ennemi. Ceci est l'exécution. Pensa Hans. Ils le font de près pour que vous ne puissiez pas fuir. Mais l'Américain ne pointait pas d'armes. Il s'agenouilla dans le trou de renard. Hans sentit un cri monter dans sa gorge. Mais le froid lui avait volé même cela. L'Américain se calait contre le côté de Hans et passa un bras sur sa poitrine. La chaleur, la vraie chaleur, irradiait du corps du soldat ennemi. Ne résiste pas,
murmura l'Américain en allemand maladroit. Nous gelons tous les deux ou nous vivons tous les deux. Tout ce qu'Hans avait appris criait dans son esprit. Les Américains torturent les prisonniers. Les Américains exécutent les blessés. Les Américains sont des démons. Mais l'Américain se pressait contre lui, partageant sa chaleur que le corps d'Hans absorbait désespérément malgré chaque leçon, chaque ordre, chaque certitude sur ce qui arrivait quand l'ennemi te trouvait seul. L'haleine de l'Américain sentait le vrai café, pas le substitut à base de glands qu'Hans n'avait pas goûté depuis des mois. Son uniforme sentait la laine et quelque chose qu'Hans ne pouvait nommer. Peut-être juste l'odeur de quelqu'un qui s'attend à être en vie demain. 8 heures, disait l'Américain, jusqu'à l'aube. Ensuite, je me rends à Méga. Tu auras des soins médicaux. L'esprit d'Hans ne pouvait pas le comprendre. Pourquoi un soldat ennemi risquerait-il de geler pour sauver un Allemand? Pourquoi risquerait-il une cour martiale, peut-être l'exécution pour fraternisation avec l'ennemi, pour sauver quelqu'un qui avait essayé de tuer des Américains quelques jours plus tôt? Ses doigts commencèrent à brûler quand la sensation revint. L'Américain bougea, glissa les mains gelées d'Hans dans sa propre veste contre sa poitrine, où son cœur battait fort et régulièrement. « Je suis Jim », dit l'Américain. « Soldat James Miller. »« Vous avez un nom ?» Hans parvint-il à dire, la voix cassée. Il n'avait pas parlé depuis 2 jours. « Hans Weber ?»« Eh bien, Hans Weber, » dit Jim, ajustant leur position pour que leurs 2 dos reposent contre la paroi du trou de renard. « Passons cette nuit ensemble. » Ils restèrent pressés l'un contre l'autre dans le trou de renard, 2 ennemis partageant leur chaleur dans l'obscurité. L'entraînement d'Hans continuait de crier des avertissements. C'était un piège, une technique d'interrogatoire. L'Américain allait établir la confiance, puis extraire des informations sur les positions allemandes, la force des unités, les noms des officiers. Mais Jim le tenait simplement, ajustant leur position de temps en temps pour maintenir la chaleur, sans dire un mot. Vers 1 heure du matin, les frissons d'Hans devinrent violents alors que sa température centrale augmentait. Jim le rapprocha, entourant maintenant ses bras comme un parent réconfortant un enfant. « Où avez-vous appris l'allemand » demanda Hans. « N'importe quoi pour comprendre cette situation impossible. Un voisin de Pennsylvanie, M. Schneider, m'a enseigné avant la guerre. Il est venu en 1923 à travailler dans l'usine avec mon père. Vous venez de Pennsylvanie, ville des aciéries près de Pittsburgh. Travailler au four avant que l'oncle Sam m'appelle. Chaud comme l'enfer en été. Mais à cet instant précis, il aurait donné n'importe quoi pour cette chaleur. Hans avait vu les affiches de propagande. Les Américains étaient censés être mous, de faibles lâches qui combattaient avec de l'argent plutôt qu'avec du courage. Les mains de Jim étaient calleuses, comme celles d'un ouvrier. Sa poigne était ferme. Son corps était solide, musclé par des années de travail physique. « Pourquoi es-tu venu » demanda Hans. « Je t'ai vu cet après-midi lorsque nous avons avancé. Je pensais que tu étais mort, mais ta main a bougé, juste un léger mouvement. » Jim fit une pause. « Je t'ai laissé lorsque nous avons continué à avancer, mais ce soir, je me suis installé à environ 100 mètres par là. Je n'arrêtais pas de penser, ce gamin va geler, probablement déjà mort. Mais si ce n'est pas le cas, tu seras puni. T'es commandant peut-être, mais je suis sorti d'ici sans que personne ne me voie. À l'aube, tu seras mon prisonnier. Tu es tellement gelé que tu ne pourrais pas te battre de toute façon. Ça ira. » La certitude dans la voix de Jim était terrifiante. Il avait tout prévu. Il avait risqué une cour martiale pour sauver un ennemi qui ne pouvait rien lui offrir en retour. « Qu'est-ce qu'on vous a dit sur nous » demanda Jim. « Tes officiers, à propos des soldats américains. » Hans hésita. La lettre de sa mère était dans sa poche poitrine. Ses avertissements sur la torture, l'exécution, sur les Américains en tant que monstres qui tuaient pour le plaisir. Il disait que vous étiez des démons, admit Hans doucement. Que vous exécutiez les prisonniers, que vous aviez amené des soldats noirs et des juifs pour profaner l'Europe, que si vous nous capturiez, nous devrions nous échapper ou mourir en essayant. Jim resta silencieux un instant. « Est-ce que tu as vu quelque chose de cela depuis que tu combats » Hans n'en avait rien vu. Il avait vu des Américains avancer, tuer quand c'était nécessaire. Mais la cruauté systématique qu'on lui avait promise, il ne l'avait pas observée. « Ils t'ont menti » dit Jim. « Ce n'est pas une accusation. Juste un fait. » Les heures passèrent. Hans sombrait dans l'inconscience par intermittence. Chaque fois qu'il revenait à lui, Jim était toujours là, parfois parlant de Pennsylvanie, de sa femme Clara, qui était enceinte de leur premier enfant, de son travail dans l'usine d'acier, parfois silencieux, maintenant juste l'étreinte qui maintenait leur température corporelle au-dessus du seuil fatal.
Vers 3 heures du matin, alors que les pensées d'Anne se clarifièrent avec la chaleur retrouvée, il demanda « Pourquoi combats-tu pour ta cause? Tu y crois? » « Je crois qu'Hitler est un monstre. » Jim répondit simplement « Je crois que ton pays a commencé cela. Je crois que nous devons vous arrêter. » Il se déplaça légèrement. « Mais ce soir, tu n'es pas Hitler. Tu es juste un gamin en train de geler à mort. Ce n'est pas la même chose. » Anne sentit quelque chose se fissurer en lui, une certitude qu'il portait depuis qu'il avait enfilé l'uniforme. Tout ce qu'on lui avait appris s'effondrait devant le simple fait du bras de Jim contre sa poitrine, le maintenant en vie. « Dans mes casernes, dit Hans doucement, il y avait une affiche. Elle montrait un Américain comme un monstre. Des signes de dollars à la place des yeux, des mains ensanglantées tendues vers l'Allemagne. Mon sergent d'entraînement disait que les Américains étaient des sauvages, que vous exterminiez votre propre peuple natif et que vous feriez la même chose avec nous. Mon père a combattu lors de la dernière guerre, dit Jim après un moment. Il est revenu changé. Il disait, la guerre ne te rend pas courageux. Elle te montre juste qui tu étais déjà. Il fit une pause. Je ne voulais pas être le genre d'homme qui laisse quelqu'un geler à mort à cause d'un uniforme. Je voulais mourir, murmura Hans en allemand. Avant que tu viennes, je l'avais accepté. Cela aurait été un gâchis, dit Jim. Ils se turent. Hans pouvait voir les étoiles à travers les nuages épars dans le ciel hivernal, avec la même indifférence qu'elles avaient toujours montrée à la souffrance humaine. À 4 heures du matin, Hans commença à pleurer, non pas à cause de la douleur, mais à cause de l'effondrement de tout ce en quoi il croyait. Son pays avait menti. La propagande était mensongère. L'ennemi qui lui sauvait la vie était réel. Jim ne commenta pas, se contentant de le tenir plus fort, une main réchauffant les épaules gelées d'Hans. « J'ai une femme, dit finalement Jim. Clara, elle est enceinte de notre premier enfant. Si quelque chose m'arrive, il sortit une lettre de sa veste. Pourrais-tu lui remettre ceci? Si tu rentres chez toi et que je n'y suis pas. » Hans fixa l'enveloppe. Jim faisait confiance à lui, un soldat allemand, techniquement toujours ennemi, pour ses derniers mots à sa femme. « Tu survivras, dit Hans, reprenant la certitude de Jim. La guerre est presque finie. Peut-être, mais je me sentirais mieux en sachant que quelqu'un a ceci. Promets-moi, si je ne rentre pas, tu le remettras à Clara Miller, Pittsburgh, Pennsylvanie. Promets-moi. Je promets, dit Hans en anglais soyeusement. À l'approche de l'aube, Jim lui parla davantage de Clara, travaillant dans une usine de munitions chez elle. De l'ironie de sa femme construisant des obus qui pourraient tuer les Allemands alors qu'il en sauvait un. De la maison qu'ils avaient sauvée pour eux. De son père qui avait combattu dans la SA et se réveillait encore en hurlant certaines nuits, 30 ans plus tard. Il m'a dit quelque chose avant que je parte, dit Jim. La guerre transforme les hommes en tueurs ou en cadavres. Mais si tu as de la chance, vraiment de la chance, elle te montre ce qui compte. Il ajouta, il a appris cela dans un cratère avec un médecin britannique qui lui a sauvé la vie, même si mon père avait abattu 2 de ses amis 1 heure plus tôt. Hans comprit. Ce n'était pas la première fois que Jim choisissait l'humanité plutôt que la haine. C'était qu'il avait toujours été, comme son père avant lui. Merci, dit Hans en anglais soigné, l'une des rares phrases qu'il connaissait. De rien, répondit Jim. Maintenant, assurons-nous de voir le lever du soleil tous les deux. La lumière grise filtrait à travers le brouillard à l'aube. Jim vérifia les alentours avant de parler. Il est temps de t'emmener voir un médecin. Peux-tu te lever? Hans essaya. Ses jambes étaient comme du bois. Il parvint à se mettre à genoux avant de s'effondrer. D'accord? Plan différent. Jim sortit et se pencha en arrière. Bras autour de mon cou. Jim le souleva sur son épaule en position de pompier. À travers le brouillard, Hans vit d'autres silhouettes bouger, des soldats américains émergeant de leur position. « Miller » cria un sergent. « Où diable emmènes-tu un prisonnier? Sergent, besoin d'un médecin. Mauvaise gelure. » Le sergent s'approcha d'un homme usé d'une 40aine d'années, aux yeux suspicieux ayant trop vu. Il regarda Hans, puis Jim, puis Hans à nouveau. « Tu l'as capturé ou adopté? »« Les deux, peut-être, » dit Jim. L'expression du sergent ne s'adoucit pas, mais quelque chose changea dans ses yeux. Peut-être qu'il comprenait. Peut-être avait-il fait des choix similaires. Amène-le au poste médical. Et Miller, la prochaine fois que tu te promènes dans le noir, préviens quelqu'un d'abord. Oui, sergent. Le médecin travailla avec une compétence efficace, parlant un anglais qu'Hans ne comprenait pas, mais agissant avec un professionnalisme soigné.
Les orteils pourraient être fichus, dit le médecin à Jim. Mais il va survivre? Vous l'avez trouvé la nuit dernière? Quelque chose comme ça, répondit Jim. Ils portèrent Hans jusqu'à un hôpital de campagne, un complexe de tentes dans une grange réquisitionnée. Hans s'attendait à des cellules, des chaînes, des salles d'interrogatoire. À la place, il se retrouva sur un lit dans un quartier avec des soldats blessés, américains et allemands mélangés, recevant le même traitement. La scène était surréaliste. Un caporal allemand à la jambe brisée était allongé à côté d'un soldat américain, blessé à la poitrine. Un médecin se déplaçait entre sans distinction, vérifiant les signes vitaux, ajustant les bandages. Un docteur l'examina à travers un traducteur, un caporal germano-américain parlant avec un accent bavarois. « Nous allons essayer de sauver tes orteils. Pas de promesse. Tu as de la chance que ton ami t'ait trouvé. » Le mot « ami » n'avait de sens dans aucune langue. Jim lui rendit visite cet après-midi-là avec du vrai café. Il aida Hans à s'asseoir, tenant la tasse tandis que les mains de Hans tremblaient. « Ton unité a disparu, » dit Jim. « Tout le secteur s'est effondré il y a 3 jours. Tu n'étais pas porté disparu. Tu étais juste oublié. » Hans absorba cette information. Le Reich, qui avait promis de valoriser chaque soldat, était simplement passé à autre chose sans lui. Il n'était qu'une autre victime, rayée du registre dans le chaos de la retraite. Au cours de la semaine suivante, alors que les médecins travaillaient pour sauver ses orteils endommagés par le gel, Hans observa le système américain avec une confusion grandissante. Les prisonniers allemands recevaient les mêmes médicaments que les blessés américains. La nourriture était identique, meilleure que ce qu'Hans avait mangé depuis des mois. Il partageait un lit avec un soldat du Wisconsin qui lui apprenait des phrases en anglais. Il jouait aux cartes avec un paquet réduit. L'Américain parlait de sa ferme, de sa petite amie qu'il regrettait de ne pas voir, de son espoir de rentrer pour les semailles du printemps. « Tu as une petite amie » demanda le soldat du Wisconsin. « Non, admis Hans. Il y en avait une, mais la guerre... » L'Américain hocha la tête avec sympathie, comme s'ils étaient tous deux victimes des mêmes circonstances, plutôt que des ennemis qui avaient essayé de s'entretuer une semaine auparavant. Quand un officier allemand protesta contre le traitement aux côtés de soldats noirs, le médecin américain répondit « Dans mon hôpital, tout le monde saigne rouge. Tais-toi ou je vais te sédater. » Jim rendit visite 2 fois de plus avant de retourner au front. Lors de sa dernière visite, il glissa à nouveau la lettre dans la main de Hans. « Remets ceci à Clara si quelque chose m'arrive, » dit Jim. « Son adresse est dessus. »« Je suis sérieux. Hans, tu as promis. »« Je tiens mes promesses, » répondit Hans en son anglais qui s'améliorait. « Mais tu vas survivre. Tu dois. » sourit Jim. « Je ferai de mon mieux. Tu prends soin de tes orteils. Et Hans, quand tout cela sera fini, quand tu rentreras chez toi, ne laisse pas ces événements te rendre à nouveau haineux. Tu vaux mieux que ça maintenant. » Après le départ de Jim, Hans se mit à parler avec d'autres prisonniers allemands. Beaucoup étaient amers, convaincus d'avoir été trompés, mais d'autres mentionnaient de petites gentillesses, des médecins qui restaient tard, des gardes partageant des cigarettes, des officiers aidant à rédiger des lettres pour la maison. Un prisonnier plus âgé de Munich, boulanger dans le civil, enrôlé à 40 ans, dit ce que Hans pensait. Ils ne sont pas ce qu'on nous avait dit. Tout était mensonge. Quand Hans fut transféré à un campé en Belgique en janvier 1945, il porta la lettre de Jim dans la poche où se trouvait auparavant celle de sa mère. Il ne savait pas si Jim avait survécu, mais il savait que l'Américain qui s'était glissé dans son trou de renard lui avait montré à quoi ressemblait réellement l'honneur. Et cela n'avait rien à voir avec la propagande. Août 1984, la véranda arrière de Jim Miller en Pennsylvanie. La nuit était tombée sur la petite ville sidérurgique. Hans était assis avec Jim, tous deux tenant une bière. 40 ans de distance venaient enfin d'être effacés. Hans était arrivé 3 jours auparavant. La réunion à l'aéroport avait été écrasante, Clara l'embrassant comme un fils. Les enfants de Jim le traitant comme un membre honoré de la famille. Les petits-enfants curieux de ce grand-père allemand dont ils avaient entendu parler, mais jamais rencontré. Maintenant, dans le calme du soir, les 2 vieux soldats avaient enfin le temps de parler. « J'ai envoyé ta lettre à Clara en 1952. » dit Hans. « Quand l'Allemagne a commencé à autoriser le courrier privé vers l'Amérique, je ne savais pas si tu avais survécu. Je ne savais pas si l'adresse fonctionnait encore, mais je l'avais gardée pendant 8 ans. Ne pas essayer aurait été une trahison. »« Je comprends, » dit Jim. Clara a pleuré pendant 1 heure. Ensuite, elle m'a fait m'asseoir et te répondre immédiatement. Elle a dit que tout homme ayant gardé une lettre pendant 8 ans méritait de savoir que nous allions bien.
J'ai reçu ta réponse en 1953, dit Hans en faisant une pause, cherchant ses mots. C'était la première fois depuis la guerre que j'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Pendant la visite, Hans avait rencontré les 3 enfants de Jim et ses 5 petits-enfants. Il avait vu l'usine où Jim travaillait encore à temps partiel après sa retraite, la maison que Jim avait construite de ses propres mains, le terrain de baseball de la petite ligue où il avait été entraîneur pendant 20 ans. Il avait participé à des repas de famille où la fille de Jim posait des questions sur Stuttgart, où les petits-enfants voulaient savoir tout sur les châteaux allemands, où Clara veillait à ce que son verre ne soit jamais vide. Le deuxième soir, Jim l'avait emmené dans une salle VFW où d'autres vétérans se réunissaient. Hans avait été nerveux de pénétrer dans une pièce remplie d'hommes qui avaient combattu contre l'Allemagne. Mais Jim le présenta simplement. « Voici Hans. Nous nous sommes rencontrés pendant la guerre. » Les vétérans l'avaient accueilli. Ils avaient partagé des histoires, comparé des expériences, trouvé un terrain commun et partagé leurs souffrances. Un homme ayant combattu dans le Pacifique dit « La guerre fait des ennemis. La paix doit faire des amis. Heureux que vous ayez compris cela. » Maintenant, sur la véranda, Jim montra à Hans une photographie de 1944. Un correspondant de guerre avait pris une photo de l'hôpital de campagne. À l'arrière-plan, à peine visible, un jeune prisonnier allemand enveloppé dans des couvertures, tenant un café, l'air perplexe. « Tu étais déjà en train de changer, » dit Jim. « Juste là, tu ne le savais pas encore. » Hans examina la photo. Il semblait si jeune, si perdu. « J'étais terrifié, » dit-il. Tout ce qu'on m'avait appris disait que vous me tortureriez, m'exécuteriez, mais tout le monde m'a traité comme un être humain. Tu étais un être humain, dit simplement Jim. Hans avait passé 40 ans à essayer d'être digne du cadeau que Jim lui avait fait. Après la guerre, il était retourné à Stuttgart pour trouver sa ville en ruine. Sa mère avait survécu, vivant chez des proches à la campagne. Lorsqu'elle avait demandé des nouvelles des Américains, s'attendant à la confirmation de ses avertissements, Hans avait simplement répondu « Ce sont des soldats comme nous. » Il avait trouvé un emploi comme traducteur pour les autorités américaines d'occupation, un travail controversé que beaucoup d'Allemands voyaient comme de la collaboration. Mais Hans trouva un sens en comblant le fossé entre conquérants et conquis, en rendant possible la communication là où la haine avait régné. Il s'était marié en 1950. Lui et Greta eurent 2 enfants, tous 2 ayant grandi en entendant des histoires précises sur la guerre, le froid, le trou de renard, l'Américain qui avait fait preuve de miséricorde alors qu'il n'y était pas obligé. Te demandes-tu parfois à quel point tout aurait été différent si tu étais resté à ta position cette nuit-là? Demanda Jim. Tous les jours, admit Hans, j'étais prêt à mourir. Je l'avais accepté. Sans toi, je n'aurais été qu'un autre cadavre gelé dans les Ardennes. Une statistique de plus. Drôle de chose que de mourir, dit Jim. C'est permanent. Vivre, c'est là que tu découvres ce qui compte. Hans hocha la tête. Je raconte à mes petits-enfants cette nuit-là. Pas la propagande, pas la haine, juste le moment où un ennemi est devenu un ami. Ils doivent savoir que c'est possible. Avant de retourner à Stuttgart, Jim lui demanda quelque chose. Cette nuit-là, avais-tu peur quand je suis entré dans le trou? Terrifié, dit Hans. Je pensais que tu allais m'exécuter. Je pensais que ma propre propagande avait raison. Tous mes instincts me disaient de me battre, d'essayer de m'échapper, de mourir en résistant. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne pouvais pas. Le froid avait pris cette décision. Mais même si j'avais pu, Hans fit une pause. Tu étais si calme, si certain, comme si me sauver était la chose la plus naturelle du monde. C'était le cas, dit Jim, ou du moins cela aurait dû l'être. Hans Waber est mort à Stuttgart en 1998 à l'âge de 76 ans. À ses funérailles, un vieil Américain avec un accent de Pennsylvanie a prononcé l'éloge funèbre. Jim Miller se tenait devant les petits-enfants de Hans, qui savaient que leur grand-père avait combattu pour l'Allemagne mais pas grand-chose de plus, et leur raconta une nuit glaciale de 1944. Il leur parla de la bataille des Ardennes, des températures qui tombèrent à moins 15 degrés, des hommes mourant du froid aussi souvent que par les balles. Il leur parla du fait de ramper à travers un sol gelé pour atteindre un soldat ennemi mourant, de partager de la chaleur dans un trou de renard, de ces 8 heures qui changèrent 2 vies. Hans disait souvent « J'ai sauvé sa vie cette nuit-là », dit Jim, la voix stable malgré son âge. Mais lui aussi a sauvé la mienne. Pas simplement de geler, mais de devenir le genre d'homme qui pourrait regarder quelqu'un mourir et se dire que ce n'est pas son problème à cause d'un drapeau ou d'un uniforme. Il m'a sauvé de ça, et je lui en serai reconnaissant jusqu'à mon dernier souffle. La lettre que Hans porta de décembre 1944 à 1952, les mots de Jim à Clara,
non envoyé pendant 8 ans tandis qu'il attendait la reprise du courrier international, est désormais encadré dans la maison familiale des Miller en Pennsylvanie. En dessous, une traduction en allemand reprend les mêmes mots. Un pont entre les langues et les nations, et une nuit où deux ennemis découvrirent que l'humanité ne s'arrête pas à la ligne entre deux trous de renard. Jim Miller est mort en 2003, 5 ans après Hans. Il fut enterré avec les honneurs militaires en Pennsylvanie. Lors de la cérémonie, la fille de Hans, Helga, lut une lettre que son père avait écrite des années auparavant pour être ouverte après sa mort. « Dis à Jim, disait la lettre, que je n'ai jamais oublié la chaleur, non seulement celle de son corps dans ce trou de renard, mais celle de son humanité. Dis-lui qu'il m'a appris que l'opposé de l'ennemi n'est pas l'ami, c'est la compréhension. Et dis-lui que j'ai essayé de transmettre cette leçon à tous ceux que j'ai rencontrés durant toutes les années qu'il m'a données. » Les enfants de Jim ont fait don de sa correspondance de guerre au Army Heritage Center à Carlisle, en Pennsylvanie. Parmi les lettres, il y a une enveloppe de Hans Weber datée de 1952, renvoyant une lettre que Jim lui avait donnée dans un trou de renard en Belgique. La note accompagnante, écrite en anglais soigné que Hans était enseigné, disait simplement « Tu m'as confié tes derniers mots alors que j'étais encore ton ennemi. Je les ai portés pendant 8 ans avant de pouvoir les envoyer à la maison. Merci de m'avoir montré que l'ennemi n'était pas celui que l'on m'avait dit de haïr. C'était la haine elle-même. Tu m'as rendu ma vie et mon humanité. J'ai passé 40 ans à essayer d'être digne de ces deux cadeaux. » Les nuits d'hiver en 1944, dans une forêt où plus de 19 000 Américains et 100 000 Allemands allaient mourir, deux soldats partagèrent leur chaleur dans un trou de renard. L'un était censé tuer l'autre. Au lieu de cela, ils choisirent de vivre. Et ce choix résonna à travers 4 décennies. 2 familles et d'innombrables autres qui entendirent leur histoire apprirent que même dans les moments les plus sombres de l'humanité, des actes individuels de compassion peuvent survivre à toute la propagande et à la haine que produit la guerre. La bataille des Ardennes se termina en janvier 1945. L'Allemagne capitula en mai. Mais dans une ville sidérurgique de Pennsylvanie et dans un quartier de Stuttgart reconstruit, la chaleur partagée dans ce trou de renard ne s'éteignit jamais vraiment. Elle grandit lentement et sûrement en quelque chose qu'aucun des 2 hommes n'avait prévu. Lorsque Jim Miller s'était glissé dans la position ennemie et avait dit « Nous gelons ensemble ou nous vivons ensemble », ils avaient choisi la vie. Et la vie choisit de se souvenir. Merci d'avoir regardé. J'espère que ce regard sur l'histoire vous a laissé quelque chose de significatif à retenir. À bientôt pour la prochaine histoire.